Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui donne une inspiration à ceux et celles qui souhaitent entreprendre. On va s'intéresser aujourd'hui à la SVOD. Si vous ne revenez pas de la planète Mars, vous avez sans doute entendu parler de Netflix, Disney+. Eh bien, ce mode de consommation de la vidéo se répand de plus en plus à travers la planète et logiquement, ça attire des entrepreneurs. On en parle aujourd'hui dans Business Models. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Vin-Ramaroni, vous êtes le président de VOD Factory. Donc dans ce secteur de la SVOD, on va revenir sur ce que vous proposez en cours d'émission. Mais on va s'arrêter, comme il est l'habitude dans cette émission, sur cette actualité très riche. Hier soir, ça tombe bien, Apple présentait une évolution de son offre avec ce qu'on appelle le bundle, c'est-à-dire le regroupement de ces offres de streaming. On pourra, avec moyennant finance, s'abonner à la fois à la musique, à la télévision, aux jeux, le tout dans un même package. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est intéressant parce qu'on voit vraiment cette illustration d'un mouvement général où ces gens qui historiquement fabriquaient des ordinateurs, des téléphones, qui vont vraiment sur le service. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est-à-dire que la branche service d'Apple est devenue très conséquente, elle est très contributive aux résultats financiers d'Apple, elle a énormément cru. Et sur un modèle d'abonnement, en fait, c'est ça la grosse révolution. Oui, sur un modèle d'abonnement, et ce qu'on voit, ils l'ont déjà fait un petit peu lorsqu'ils ont lancé leur offre de SVOD, dont vous parlez, de VOD par abonnement, qui s'appelle Apple TV+. Ils ont historiquement fait un bundle, ce qu'on appelle un bundle, c'est-à-dire qu'ils prennent ces offres de service, un couplage. En bon français. Exactement, ils prennent ces offres de service, ils les associent à des offres de hardware. Lorsque vous achetez un iPad, par exemple, ou un Mac, on va vous donner un an gratuit de tous ces services-là. Voilà. Et donc, du coup, ça leur permet, ça leur donne une efficacité commerciale redoutable. Et l'idée, c'est de verrouiller le client final et de le connaître et d'avoir un retour sur ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. C'est exactement, c'est ça. Et puis, c'est aussi quand même gagner de l'argent parce que c'est quand même, c'est pas gratuit à la fin des périodes de promotion. Ils ont annoncé des niveaux d'abonnement qui sont 10 $, 15 $, etc., qui leur permettent d'avoir des revenus récurrents, réguliers, assurés et assez rentables. Mais alors ça, c'est un vrai point, la rentabilité. On voit à quel point les médias qui vivent de la publicité souffrent à l'heure actuelle avec des baisses importantes de chiffre d'affaires. C'est un modèle qui va s'imposer, le modèle par abonnement, selon vous, dans l'entertainment, dans la. En tout cas, il y a toujours eu une dualité historique. Moi, je viens du vieux monde Canal+, où j'ai un peu traîné mes guêtres il y a quelques temps. Mais moi, j'ai toujours été frappé de voir que même dans les années, on va dire 90 ou les années 2000, vous aviez une chaîne qui était Canal+, qui, avec un modèle payant, arrivait à générer, à monétiser très fortement. Et c'était donc la première chaîne de France en chiffre d'affaires, loin devant TF1. À l'époque, et donc vous aviez des modèles gratuits qui certes faisaient des millions et des millions de téléspectateurs, mais qui du coup par téléspectateur monétisaient ça plutôt moins bien. Dans le Nouveau Monde, c'est un peu la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des modèles de gratuité qui vont aussi se développer, y compris en mode à la demande, et qui sont d'ailleurs en train de se développer très fortement aux États-Unis et qui vont, à mon avis, pas tarder à arriver en Europe. Mais vous avez de l'autre côté des modèles payants, et ces modèles payants permettent beaucoup plus facilement et beaucoup plus directement de générer du revenu. Apple qui lance un service aussi de sport pour faire du sport à la maison. Ça aussi, c'est une tendance lourde qui doit... C'est une tendance lourde qui a été quand même très accélérée. Nous, on l'a vu, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais qui a été très accélérée par les confinements dans tous les pays du monde, et par le Covid. Tout d'un coup, les gens privés de leur liberté d'aller à la salle de sport n'ont pas eu d'autre choix s'ils voulaient maintenir leur forme physique que de faire de l'exercice à la maison. Et donc, vous avez des sociétés... Mais mon point, c'est que c'est un nouveau contenu, en fait. C'est une nouvelle offre. Alors, on a toujours eu la gym tonic à la télé, mais là, il y a vraiment une pléthore d'offres. Il y a pléthore d'offres. Il y en a qui ont des énormes croissances. Un dont on parle tout le temps, c'est Peloton aux États-Unis, qui a en plus comme originalité d'avoir un appareil connecté. Vous avez un appareil sur lequel vous faites du sport et qui est connecté à Internet. Un de ses concurrents vient de lever 450 millions de $, d'ailleurs, Zwift. Alors à l'inverse, Apple insiste sur le fait que ces cours peuvent être tout à fait faits sans équipement connecté. On peut le faire sans rien du tout. Bon, comme la plupart d'ailleurs des services, mais il y a plein de modèles très différents qui sont en train de se mettre en place sur ce divertissement et contenu pratique à domicile. Autre actualité importante, Spotify, donc même modèle, dans l'audio, abonnement et streaming, qui se lance sur le live avec la diffusion
très prochainement de concerts live. Alors même s'il y a moins de concerts, mais bon, on sent qu'il y a justement une demande. Oui, on sent qu'il y a une demande. On voit bien que l'événement en ce moment, c'est un peu compliqué, que les concerts ont du mal à se tenir, qu'il y a quand même une demande pour cette musique dans un environnement de concert. Là aussi, il y a beaucoup d'initiatives pour faire revenir le live dans les foyers des gens, dont celle de Spotify. Ouais. Mais alors c'est curieux parce que pour moi, c'était ce qui restait aux chaînes linéaires, c'est-à-dire l'événement, le match de foot, le concert, qui permettait de se retrouver à telle heure, à tel endroit. En tout cas, c'est leur discours. Hein. En tout cas, voilà, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a beaucoup de services qui sont en train de se créer autour du live. Il y a quand même autour du sport aussi beaucoup d'initiatives qui consistent à concentrer des événements live. Ça va être une nouvelle concurrence aussi pour les chaînes linéaires. C'est-à-dire qu'il ne leur restera même plus le live. Les SVOD vont. Je crois qu'Amazon réfléchit aussi à du live. Je crois que tout le monde y réfléchit. On y réfléchit dans ma petite société. Mais c'est vrai, oui, c'est une vraie tendance de fond que de dire évidemment il y a une première vague qui était la vague du contenu à la demande et maintenant il y a des contenus live dans des services qui sont dédiés autour de telle ou telle thématique. Un autre sujet d'actualité, c'est le cinéma. Hein. Cette période de Covid ne favorise pas les sorties des films en salle, même si ça commence à repartir timidement. Disney+, qui a lancé Mulan sur sa plateforme, ça c'est aussi un tournant pour vous? C'est un tournant. En fait, je pense que heureusement Disney+ a été de dire que ce film était évidemment prêt depuis quelques temps et ils attendaient le moment pour le lancer. Il était destiné à l'exploitation cinématographique. Hein. Dans le monde entier, c'est des modèles qui s'amortissent sur le monde entier et je pense qu'ils ont fait le calcul qu'une exploitation cinématographique serait un échec financier pour eux à partir du moment où la plupart des cinémas sont soit peu fréquentés, soit fermés. Et donc ils se sont dit finalement, utilisons cette pépite pour pousser notre service Disney+, et ils ont choisi de le mettre dans Disney+, mais de deux manières, soit quand même en l'achetant pour un montant supplémentaire, c'est ce qu'ils ont fait notamment aux États-Unis. Et ça marche, vous avez Oui, ça a l'air de très bien marcher. Ils ont multiplié par, je ne sais plus quel est le chiffre, 5 ou 6, leur recrutement pour Disney+ aux États-Unis. C'est intéressant, on verra si ça rapporte plus qu'une sortie en salle, mais on voit qu'en cette période de crise sanitaire, les choses s'accélèrent dans ce monde, avec en effet des offres sur des modèles différents, des médias traditionnels qui peuvent souffrir et des offres traditionnelles, des offres qui sont en train de se réinventer. Oui, absolument. Et ce qu'on voit, c'est que la nature a un peu horreur du vide, c'est qu'à partir du moment où vous avez une exploitation cinématographique qui a du mal à écouler ses films, ou bien des modèles traditionnels qui ont aussi du mal à continuer à acheter des films régulièrement et tout ça, vous avez le contenu pousse et veut se distribuer, et il va se distribuer là où les tuyaux sont en train de s'ouvrir. En fait. Il y a CBS Viacom qui lance Paramount+, donc Disney+, Netflix, Apple TV+, il y a des plus partout. Ouais. Jusqu'où peut aller l'offre? En fait, c'est pas infini. La tentation des majors américaines, ça a toujours été de faire une intégration verticale, c'est-à-dire de tout maîtriser de la production jusqu'à la distribution finale. Même si aux États-Unis, il y a des lois qui les empêchent partiellement de posséder les cinémas. Donc il y a des lois anti-concentration qui font que c'est quand même pas tout à fait le cas. Sur ce nouveau domaine-là, il n'y a pas de régulation particulière, donc ils y vont tous. La réalité quand même, c'est que tous les producteurs de contenu n'ont pas nécessairement ni la marque, ni une consistance de contenu qui leur permet de faire ce que fait très bien Disney, c'est-à-dire d'avoir une promesse immédiate et perceptible. Je pense que le Disney+, tout le monde comprend un peu ce qu'il peut y avoir à l'intérieur juste en disant la marque. Paramount+, c'est plus compliqué, il y en a d'autres qui vont être plus compliqués. Et ils se battent tous sur des modèles généralistes de divertissement familial. Il n'y a pas la place clairement pour tout le monde sur ces modèles généralistes. Après, il y a d'autres modèles, mais pas le divertissement généraliste. Bon, on va voir ce qui attire tous ces entrepreneurs, en tout cas sur ce territoire des médias et de l'entertainment. Donc en effet, qu'est-ce qui motive finalement ces hommes et ces femmes à entreprendre sur ce terrain de jeu? Alors on peut revenir sur les grands exemples emblématiques américains ou européens, Netflix, Spotify. C'est vrai que comme à chaque fois, il y a des entrepreneurs qui sont à l'origine de ces révolutions, ces disruptions. Ouais. C'est vrai que le terrain de jeu un petit peu naturel quand même des entrepreneurs pour le divertissement, c'est quand même les États-Unis, historiquement, parce que c'est quand même là que se produit le contenu qui va être le plus diffusé dans le monde entier. Il y a quand même un écosystème à la fois de contenu et de financement qui fait que c'est assez compliqué de faire des modèles à vocation mondiale ailleurs qu'aux États-Unis. Ceci étant dit, il y a quand même des exceptions à ça, heureusement.
L'exemple dont vous parlez, c'est Spotify, qui est une société suédoise qui s'est lancée il y a à peu près 10 ans maintenant et qui a quand même est devenu le leader du streaming musical dans le monde. Mais qui a dû aller se faire coter au Nasdaq et qui est devenue très américaine dans son management. Bien sûr, qui est devenue très américaine, etc. Mais qui a beaucoup d'Américains dans son capital, mais qui quand même est une société qui s'est inventée en Bien Europe. sûr, un concept européen. Alors, plus proche de nous, on a aussi des entrepreneurs en France. Vous en êtes un bon exemple et on va revenir sur ce que vous faites, mais des exemples comme Media One avec Capton, Molotov avec Jean-David Blanc, Brut aussi, enfin, on sent qu'il y a quand même une créativité et une effervescence. Oui, alors en nous, France. on a notre écosystème à nous qui n'est pas exactement le même que celui des États-Unis, mais on a quand même un écosystème qui a historiquement été très 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 favorisé par tous les gouvernements successifs, très volontariste pour que l'appareil de production de contenu français soit le plus soutenu possible. Donc c'est à la fois dans le cinéma, à la fois dans les programmes de télévision, et puis l'animation, etc., etc. Donc il y a beaucoup quand même de raisons d'être entrepreneur dans le contenu et dans le divertissement en France. Et effectivement, vous avez des entrepreneurs qui font des choses très innovantes et très disruptives. Vous parliez de Molotov. Molotov, je trouve que c'est vraiment un très très bon exemple d'une expérience client qui est très réussie et qui a été inventée en France. Donc, comme quoi on peut très bien faire des choses très très bien en France. Et puis, du côté, vous parlez de Media One, eux, ils ont plutôt sur une approche d'essayer d'être très puissants sur la création du contenu lui-même. C'est une approche plus financière, presque, on pourrait oui, dire, puis parce qu'il y avait une stratégie boursière. Alors ça, je ne veux pas commenter là-dessus, mais en tout cas, ils sont plutôt sur une approche, en tout cas, d'essayer de contrôler la production de contenu et de trouver des synergies internationales sur plein de sociétés de production en France et en Europe, pour l'instant. Voilà. Et aujourd'hui, d'ores et déjà, je crois que c'est le premier producteur de contenu en France, Media One. Il y a un autre facteur sans doute qui favorise cette effervescence, c'est la technologie. Les coûts finalement d'entrée sur le marché ont considérablement été réduits. Avant, il fallait être TF1 pour lancer une chaîne de télévision. Maintenant, avec quelques moyens, et YouTube par exemple, on peut créer une offre. Bien sûr, d'ailleurs YouTube, c'est des gens qui ne sont pas forcément professionnels, qui peuvent gagner leur vie avec ça quand même s'ils ont... alors ils se sont professionnalisés, tous ces YouTubeurs, mais il y en a beaucoup à l'origine qui faisaient ça dans le salon de leur grand-mère. Hein. Mais voilà, donc aujourd'hui, il y a très très peu de barrières à l'entrée pour produire du contenu et pour le distribuer. Et pour avoir un business model, on peut gagner de l'argent avec la publicité en étant youtubeur soi-même. Et puis, alors c'est ça qui est très intéressant. Et puis vous avez quand même des modèles plus entre TF1 et le youtubeur, il y a plein de strates. Il y a plein de strates différentes, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée, ni pour produire, ni pour distribuer. Et c'est sans doute ça qui attire les entrepreneurs dont vous êtes. Et on va justement parler de votre entreprise VOD Factory maintenant. Alors, VOD Factory, tout est dans le nom, enfin en partie. J'aime bien poser cette question, d'où vient le nom en fait de cette entreprise? D'où vient le nom? En fait, on a fait un petit brainstorm avec les gens qui faisaient partie du projet de départ et on est tombé sur ce nom-là qui avait le mérite d'être très clair. Puisque voilà, ça dit ce que ça dit, on fait de la VOD et toute notre vision à l'époque, déjà il y a 7 ans lorsqu'on a créé la société, c'était de dire qu'il fallait créer une usine à VOD, une usine à service de VOD et que donc du coup il y avait un vrai enjeu de faciliter et de mutualiser tous les efforts pour arriver à multiplier finalement les services de VOD. Donc c'est ça qu'on fait encore aujourd'hui, 7 ans après. De la VOD et de la SVOD. Alors il faut rentrer dans les détails. Vidéo on demand, c'est-à-dire le film qu'on va acheter à la demande, et la SVOD, c'est ce modèle d'abonnement. Oui, c'est un segment spécifique de la VOD, donc le Subscription Video on Demand. Donc en français, on s'appelle la VADA, la vidéo à la demande par abonnement, c'est la même chose. Et donc la SVOD, c'est effectivement c'est Netflix, que tout le monde connaît bien. Donc on paye un abonnement et on a accès à un catalogue large et dans lequel on peut consommer de façon illimitée. Qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup de vous dire je vais m'attaquer à Netflix? Alors moi, je ne m'attaque pas du tout à Netflix, justement. Donc je pense que c'est une erreur majeure que de s'attaquer frontalement à Netflix. D'abord, Netflix ne s'est pas tout de suite lancé sur un modèle de VOD. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'origine, Netflix, c'était une société qui faisait de la distribution de DVD qui les envoyait par la poste. Et puis vous aviez une liste de films qui vous intéressaient, puis au fur et à mesure qu'ils devenaient disponibles, vous les envoyez. Et puis ils ont fait un pivot stratégique à un moment. Et ils se sont dit, finalement, on a une base de clients qui sont intéressés par
plupart des films, on va plutôt essayer de les passer en ligne et donc de digitaliser leur expérience. Et puis petit à petit, c'est devenu ce que c'était. D'accord. Donc vous n'êtes pas frontalement contre Netflix, mais voilà, qu'est-ce que vous proposez pour justement... Toute notre vision sur le marché, c'est que dans le sillage de ces grands généralistes que sont Netflix ou les autres, ou Disney+, ou d'autres, vont émerger des propositions de contenu qui vont être beaucoup plus thématiques, qui vont s'adresser à des communautés. Voilà, on le voit déjà, en France, un petit peu, mais beaucoup aux États-Unis, qui a un marché un peu plus mûr. On peut prendre des exemples. Par exemple, je vais prendre un exemple de quelque chose qu'on a fait nous. On a identifié qu'en France, il y avait une vraie demande pour un service autour du film d'horreur et du film de genre en général. Et donc nous, on a lancé un service qui s'appelle Shadows, qui, dont la promesse principale est de mettre à disposition des centaines de films d'horreur et de films d'action, des films de science-fiction, des thrillers, etc. Donc qui sont ce qu'on appelle le film de genre, mais très centré sur le film d'horreur. Ça existe sur Netflix, mais ça existe. Vous allez pouvoir trouver quelques petites dizaines de films et on voit bien que ce n'est pas des passionnés qui font la composition de ce contenu-là. Donc c'est ça votre pari, vous, c'est de vous dire on va s'intéresser aux purs et durs, ceux qui veulent vraiment une offre de spécialistes. On va effectivement s'adresser à des communautés d'intérêt ou des communautés de fans qui sont engagés, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont un peu frustrés par la proposition de contenu des généralistes. Alors on parle de Netflix, mais ça peut être aussi de YouTube, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Ouais. C'est un peu le mouvement qu'on a observé dans d'autres catégories de médias, les journaux, il y avait des offres généralistes et puis des offres plus spécialistes. Bien sûr, les journaux, spécialisés, la pêche à la truite, voilà. Si vous êtes fan, vous avez des magazines dans les kiosques. Absolument, c'est un bon exemple, effectivement. Les médias généralistes sont devenus de plus en plus spécialistes. Ce qui est intéressant et qui est particulier avec le support de la vidéo à la demande, c'est que vous pouvez faire un service avec assez peu de contenu, s'il est très très focalisé, s'il est très premium, et voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliers d'heures de contenu pour que ce soit pertinent pour un public donné. Et donc finalement, la barrière à l'entrée pour créer un service est assez faible. Vous pouvez, avec assez peu de contenu, arriver à créer une proposition de contenu qui est pertinente. Et du coup, avec assez peu d'abonnés ? En fait, avec assez peu d'abonnés, vous pouvez arriver à avoir un modèle qui break-even, qui gagne un peu d'argent. La taille minimale nous, on estime que c'est à peu près 10 000 abonnés, ce qui est rien, ce qui est rien par rapport aux dizaines de millions de Netflix. Voilà. Et donc, en effet, ce n'est pas du tout la même approche, y compris marketing, j'imagine. Y compris marketing. On n'est pas du tout sur du marketing grand public lorsqu'on lance nos offres. Je vous ai parlé de notre service de films d'horreur. On a aussi un deuxième service qui s'appelle Queer Screen, qui est un service qui est de films et de séries à destination de la communauté LGBT. Donc c'est un autre exemple qui est assez illustratif de ce qu'on peut faire. Dans ces deux cas, on va avoir un marketing ultra ciblé sur Facebook, sur des médias spécialisés, voilà, où on va aller chercher ces communautés et on va essayer de parler à des gens sur lesquels il y a des mécanismes de viralité aussi qui vont se parler de l'existence du service entre eux. Et donc votre stratégie, c'est d'identifier de nouvelles communautés et à chaque fois de fournir des offres qui leur correspondent. Exactement, et donc avec l'idée que il va y avoir du multi-abonnement potentiellement derrière et que on voit déjà aux États-Unis, tous ces services de niche, où il y en a des dizaines et des dizaines qui ont des assez gros chiffres, qui sont assez couronnés de succès. À peu près 80% des abonnés de ces services de niche ou segmentés sont aussi abonnés aux offres de généralistes. Donc ce n'est pas en concurrence avec les généralistes, c'est vraiment en complément des généralistes. Il faut bien comprendre ça. Vous avez déjà en tête les prochaines thématiques que vous allez mettre sur le marché ? Alors on réfléchit autour de thématiques autour du sport. On parlait du sport. Donc probablement avec aussi des briques. Pas du football, j'imagine, des sports plus de niche. Peut-être avec du football, avec du football. Alors après, on ne va pas diffuser la Ligue 1, mais il y a des clubs amateurs peut-être. Il y a des clubs, il y a des types de compétitions où il y a d'autres choses sur lesquelles on est capable de faire des choses. Donc on n'exclut pas du tout le football a priori, mais il y a déjà tous les sports dont les droits ne sont pas très très bien diffusés et qui veulent s'adresser directement à leur communauté. Donc on a des choses autour du sport. On a des choses autour d'offres documentaires diverses et variées. On a aussi des choses autour des contenus éducatifs ou des contenus pratiques. Donc voilà, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas vraiment de limite si ce n'est la taille du public auquel vous vous adressez. Et
ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des marques, c'est qu'il y a des communautés, c'est qu'il y a des contenus. Il faut rassembler tout ça pour arriver à faire des offres de façon un peu industrielle. Voilà. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, mais qui explique sans doute aussi le succès de ces nouvelles offres de VADA, vidéo à la demande par abonnement. C'est la possibilité de les avoir sur tous les écrans qui nous accompagnent dans notre vie, que ce soit l'ordinateur du bureau, son smartphone dans le métro. Et en France, quelque chose de très important qui est les opérateurs. Voilà. Donc effectivement, nous, un gros enjeu, c'est de notre proposition, c'est la distribution. On vient de signer un partenariat avec Orange qui a été rendu public et qui, à l'automne, va permettre de distribuer les services qu'on édite nous-mêmes auprès des clients Orange. Effectivement, la particularité aussi de notre modèle, on en a très peu parlé, mais c'est que tout ce qu'on fait pour nos propres services, on met à disposition des gens qui veulent créer des services comme les nôtres. Et donc, on met à disposition soit cet effort de distribution, donc on héberge d'autres services qu'on va mettre à disposition chez Orange, de la même manière qu'on met à disposition notre technologie qui permet à n'importe qui veut faire son propre Netflix ou son propre service de vidéo à la demande, d'utiliser notre technologie pour mettre leur contenu et aller adresser leur communauté. Bon, ça c'est votre business model. Ouais. C'était important en effet de le souligner dans une émission qui porte ce nom. On va maintenant s'intéresser à vous, Julien. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous motive, vous, en tant qu'entrepreneur ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Vous avez la réponse ? Écoutez, moi, je n'ai pas toujours eu un quotidien d'entrepreneur comme beaucoup de gens. Vous étiez chez Canal+, j'imagine. J'étais longtemps chez SFR, je travaillais dans le conseil, j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie. Ça m'a permis de voir plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui, d'un coup, fait qu'on a envie de sortir du salariat pour entreprendre ? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une occasion, mais à l'époque... Oui, mais encore faut-il la saisir. Oui, encore faut-il la saisir et il faut avoir l'envie. Moi, je nourrissais le projet de devenir entrepreneur depuis assez longtemps, avant de sauter le pas. Et il se trouve que j'ai eu une occasion qui est qu'à un moment, il y a un projet qui s'est créé dans la boîte dans laquelle je travaillais, qui était SFR, où ils ont dit finalement on veut qu'une de nos activités soit externalisée, on va lancer un appel d'offres. Et moi, j'ai participé à l'appel d'offres, j'ai gagné l'appel d'offres. Et donc, ça m'a permis de créer une société indépendante pour opérer une activité en lien avec SFR. Et vous ne regrettez pas ce saut ? Non, je ne regrette pas ce saut. À l'époque, j'étais extrêmement stressé du risque que je prenais. J'ai investi tout mon argent personnel dans cette aventure. Et je dois dire que on ne savait pas de quoi demain serait fait. Avec le recul, c'est vraiment le petit coup de pied dont j'avais besoin pour vraiment me mettre dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je ne regrette pas une seconde ce mouvement-là. Je bénis le ciel de l'avoir fait parce que je me rends compte que en France, on est dans un système à la fois éducatif et professionnel qui ne nous incite pas forcément à prendre des risques. Et je trouve que c'est l'endroit où s'exprime le plus la créativité des gens, l'entrepreneuriat, et puis même globalement les petites entreprises, la créativité des gens, leur capacité à innover. Et puis je trouve que c'est un environnement qui est tellement motivant que je serais incapable de revenir en arrière. Et vous avez pris ce goût du risque, vous l'avez... vous le travaillez, vous dites tiens, il faut que je le renforce, ou est-ce que finalement c'est assez naturel ? Je crois que c'est assez naturel et puis je crois qu'on est obligé de se poser la question du risque. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suit une tête brûlée, je suis plutôt prudent de caractère. Donc ça m'a permis moi de me confronter aussi à des décisions difficiles, d'investissement, des choix stratégiques où c'est forcément des risques. Mais je crois que c'est voilà, la difficulté de tout ça, c'est qu'on a le résultat, on a la réponse que très longtemps après. Très longtemps après. Donc il faut savoir être patient sur les choix qu'on fait pour savoir si quelques années après c'était la bonne décision. On ne peut pas le savoir tout de suite en général. Alors l'émission s'appelle Business Model, c'était aussi les grandes figures de l'entrepreneuriat qui peuvent vous inspirer, hommes, femmes, connus, inconnus, français ou autres. Et quels sont-elles ces business models ? D'abord, il y a des gens que j'ai croisés dans ma carrière professionnelle et qui m'ont inspiré. Et moi, j'aime bien les entrepreneurs qui sont un peu anticonformistes, qui sont un peu iconoclastes. J'ai eu la chance de travailler avec Jacques Veyrat, par exemple, qui était le fondateur de 9CGTL en France,
qui a aussi créé Direct Energy, qui pour moi est un visionnaire et qui est un patron extrêmement atypique, je pense, parce qu'il c'est un très très fin négociateur, très intelligent, très visionnaire. Il a toujours 3 coups d'avance sur tout le monde. Donc, voilà, moi je suis assez fasciné par son intelligence. Mais il y en a plein d'autres. Il y a quelqu'un comme Xavier Niel aussi qui, pour d'autres raisons, est assez fascinant parce qu'il a quand même eu une vision sur un marché 10 ans avant tout le monde, d'aller faire ce qu'on appelle aujourd'hui un peu du low cost, mais qui lui a permis à la fois sur l'accès à Internet fixe et puis le mobile d'être un énorme succès. Donc ce côté visionnaire, c'est ça que moi, vous aimez. Ouais, j'aime bien l'idée de... Il y a des gens quand même comme ça qui se disent, je pense que le marché sera là dans 10 ans, je vais tout faire pour capturer ou pour créer cette disruption. Et voilà, il y a des gens qui ne se sont pas trop trompés quand même. Bon, c'est bien, hein, aimer la vision quand on travaille dans la télévision ou dans ces développements comme vous, la SVOD. Ça semble logique. Merci Julien en tout cas pour ce témoignage. Merci à vous. Longue vie à VOD Factory et Merci. puis vous viendrez nous raconter la suite dans quelques temps. Avec grand Merci plaisir. à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entrepreneur.